Je vous présente aujourd'hui une conférence sur le thème du syndrome SAPHO. Tout d'abord, je me présente, Chantal Deslandres, je suis rhumatologue et rhumatopédiatre dans le cadre du centre de référence RAISE, rhumatisme inflammatoire et maladies auto-immunes systémiques rares de l'enfant. Je n'ai pas de conflit d'intérêt en lien avec ce travail. Le syndrome SAPHO est une pathologie de description récente puisque les premières descriptions ont été faites dans les années 60 et qu'en 1987 a été publiée la première série de 85 cas qui était une série française coordonnée par Marcel Francis Kahn et Laurent Benamou. La description était celle de patients présentant des signes cutanés, pustulose palmoplantaire, psoriasis pustulo ou autres dermatoses, on les reverra en détail, une atteinte osseuse associant ostéite et hyperostose et une atteinte articulaire. D'où la dénomination de ce syndrome, synovite, acné, pustulose, hyperostose, ostéite et son acronyme SAPHO. Il s'agit d'une pathologie rare puisque la prévalence est évaluée à environ 1 pour 10 000 et dans d'autres études, on retrouve les chiffres de 40 pour 100 000. Dans toutes les études, on note une prédominance féminine nette d'environ 2/3 pour 1/3 d'hommes. Les manifestations cliniques comportent, en ce qui concerne les signes ostéo-articulaires, des douleurs, une inflammation locale, avec fréquemment un dérouillage matinal et des douleurs nocturnes. C'est leur topographie qui est extrêmement évocatrice du diagnostic, puisque dans la quasi-totalité des cas, la paroi thoracique antérieure est touchée, dans environ 1/3 des cas, le rachis thoracique, dans près de la moitié des cas, la région des sacro-iliaques et moins souvent les os longs et la mandibule. Les signes cutanés sont des dermatoses neutrophiliques, majoritairement dans près de 3/4 des cas une pustulose palmoplantaire, comme vous le voyez sur les images à droite, avec au niveau de la plante du pied des lésions pustuleuses, croûteuses qui peuvent être extrêmement douloureuses pour les patients et également très fréquentes au niveau de la paume des mains, des lésions pustuleuses qui parfois peuvent être très discrètes sous forme d'une fine desquamation. Le psoriasis pustuleux est présent dans 1/3 des cas et beaucoup plus rarement, il va s'agir de dermatoses plus sévères, acné conglobata ou fulminance, ou hydradénite suppurée, c'est-à-dire maladie de Verneuil. Les signes cutanés sont en général précédant les manifestations ostéo-articulaires ou survenant secondairement, ce qui rend le diagnostic plus difficile, et beaucoup plus rarement, il y a un synchronisme dans la survenue des manifestations cutanées et des manifestations ostéo-articulaires. C'est dire que l'absence de signes cutanés, alors que l'atteinte ostéo-articulaire est très évocatrice de par sa topographie, ne permet pas d'exclure le diagnostic, mais qu'il faut patienter pour voir apparaître les dermatoses. Vous voyez ici, dans ce travail publié en 2012, de petites séries françaises et italiennes de 100 à 70 patients, que l'âge moyen au diagnostic est de l'ordre de 40 ans, que la prédominance féminine est de l'ordre de 2/3, la paroi thoracique antérieure est retrouvée atteinte dans près de 70% des cas. L'atteinte sacro-iliaque varie selon les séries entre 25 et 40%. Et les arthrites périphériques sont présentes chez environ 30% des patients. Les manifestations cutanées sont retrouvées dans les 2/3 des cas, entre 75 et
80%, avec, comme il a été dit précédemment, majoritairement, plus de 50% des cas, la pustulose palmoplantaire et beaucoup plus exceptionnellement, les formes sévères d'acné. D'autres manifestations extra-articulaires et extracutanées peuvent être présentes, notamment des maladies inflammatoires du tube digestif, maladie de Crohn et rectocolite, mais dans 10% des cas seulement. À noter que l'antigène HLA-B27, recherché systématiquement dans ces 3 séries, n'était retrouvé que dans moins de 20% des cas. La radiographie tient une place très importante dans le diagnostic du SAPHO, avec des images initiales qui comportent une ostéolyse et une ostéosclérose périphérique, avec une réaction d'apposition périostée ou une réaction endostéale. À un stade beaucoup plus tardif, on va observer l'épaississement cortical, l'hyperostose et l'élargissement trabéculaire avec la sténose du canal médulaire. Là encore, la topographie est extrêmement importante. Vous voyez sur ces clichés l'atteinte du tiers interne de la clavicule droite, qui est extrêmement caractéristique du SAPHO, avec la condensation osseuse, les appositions périostées, le comblement du canal médulaire et l'hyperostose très importante. L'atteinte rachidienne est également assez fréquente, comme vous le voyez sur ces images, avec habituellement l'atteinte de plusieurs vertèbres adjacentes, comportant soit une ostéosclérose, soit à l'opposé une ostéolyse, avec un risque de tassement vertébral. On peut également observer des syndesmophytes asymétriques et une pseudo-atteinte sacro-iliaque, comme sur l'image de droite, où l'articulation est respectée, mais il y a une importante ostéosclérose de la berge iliaque, de la sacro-iliaque. Au niveau du squelette périphérique, on retrouve, comme au niveau de la clavicule, l'ostéosclérose et l'importante apposition périostée, contribuant à une hypertrophie de la diaphyse. L'imagerie du corps entier est extrêmement importante dans le cadre du SAPHO, car elle seule va permettre de faire un bilan précis du nombre d'atteintes osseuses et ou articulaires. Initialement, c'est la scintigraphie osseuse qui était uniquement utilisée, et vous voyez sur cette image à gauche une atteinte de l'aile iliaque droite, de la branche iliopubienne droite et du sternum, ainsi que du maxillaire inférieur à droite. L'IRM est également un excellent examen car elle va montrer l'édème osseux avec un hypersignal T2 STIR et un hyposignal T1, et que les images retrouvées sont beaucoup plus précoces que sur la scintigraphie osseuse. Vous voyez à droite une image d'enfoncement du plateau vertébral, vraisemblablement de la vertèbre T9, et en dessous une image d'ostéite inflammatoire au niveau du sternum et du manubrium sternal. Vous avez également en haut à droite un tassement vertébral, conséquence des lésions d'ostéolyse. Les données biologiques sont non spécifiques. On retrouve habituellement une augmentation des paramètres de l'inflammation, vitesse de sédimentation, CRP et SAA lors des poussées de la maladie. Si des dosages de cytokines étaient faits, ce qui est loin d'être le cas en routine, on retrouverait une augmentation des taux de cytokines pro-inflammatoires, TNF-alpha, IL-6, IL-8 et IL-17A dans les poussées de la maladie.
Enfin, cette pathologie est certes une maladie inflammatoire, mais elle touche l'os plus que les articulations, induisant un important hyperremodelage osseux, si bien que si l'on dose les marqueurs de remodelage osseux, on constate une augmentation du CTX, marqueur de résorption, et du rank ligand, et une diminution du taux d'ostéocalcine, marqueur d'ostéoformation. Les biopsies, lorsqu'elles sont réalisées, ce qui n'est pas obligatoire si le tableau clinique radiographique et biologique est suffisamment caractéristique, lorsqu'elles sont faites au début de la pathologie, on observe une ostéite aiguë avec des infiltrats de polynucléaires neutrophiles et une résorption osseuse. À un stade plus tardif, il s'agit d'une ostéite chronique avec un infiltrat lymphoplasmocytaire comportant une majorité de TCD8. En ce qui concerne le mécanisme pathogénique, différentes hypothèses ont été émises. Aucune certitude n'est présente à l'heure actuelle, mais trois éléments sont quasiment certains. Une dysfonction immunitaire au niveau de l'immunité innée, une possible pathologie infectieuse qui serait l'élément déclencheur de cette dysrégulation immune et une susceptibilité génétique. Alors, les arguments en faveur de la dysrégulation de l'immunité innée sont les augmentations des taux de cytokines pro-inflammatoires, notamment IL-1 et une diminution des cytokines anti-inflammatoires IL-4 et IL-10. On observe également une déplétion de cellules NK et une modification du rapport TH17 sur T-règles. De plus, les quelques cas qui ont pu être traités par des biothérapies ont donné des réponses souvent assez favorables. Les arguments en faveur d'un rôle d'un agent pathogène infectieux sont la mise en évidence chez certains patients lors des cultures des biopsies osseuses d'un agent infectieux qui est quasiment constamment le Propionibacterium acnes, beaucoup plus exceptionnellement le staphylocoque doré, ce qui a conduit certains auteurs à proposer des traitements antibiotiques comme nous le reverrons. Enfin, en ce qui concerne la susceptibilité génétique, elle n'est certainement pas marquée par l'antigène HLA-B27 puisque nous avons vu que celui-ci n'était retrouvé que dans moins de 20% des cas. Mais il existe une agrégation familiale des cas de SAPHO, avec souvent des associations SAPHO, psoriasis, maladies inflammatoires du tube digestif. De nombreuses études génétiques ont été réalisées, mais aucun gène particulier n'a été isolé. De toute évidence, il s'agit d'une pathologie multigénique dont la mise en évidence sera très complexe. Pour arriver au diagnostic, différents systèmes de critères ont été élaborés au fil du temps. Les premiers en 1988 par Benhamou et Kahn et collaborateurs. Leur définition des critères diagnostiques était la présence d'au moins une des 4 conditions, manifestation ostéo-articulaire et dermatose à type d'acné conglobata, acné fulminante ou hydradénite suppurée. Deuxième possibilité, manifestation ostéo-articulaire associée à une pustulose palmoplantaire. Et troisième possibilité, hyperostose de la paroi thoracique antérieure, atteinte des membres ou du rachis, avec ou sans dermatose, touchant le squelette axial ou périphérique.
Ces critères ont été améliorés 6 ans plus tard, en 1994, avec comme critère une des 3 conditions suivantes: présence d'une ostéite chronique récurrente multifocale ou d'une atteinte axiale d'ostéite avec ou sans dermatose, présence d'atteinte articulaire aiguë, subaiguë ou chronique, associée à une pustulose palmoplantaire, un psoriasis pustuleux ou une acné sévère, ou enfin, 3e possibilité, une ostéite inflammatoire non infectieuse associée avec une pustulose palmoplantaire, un psoriasis pustuleux ou une acné sévère. Les derniers critères qui sont toujours utilisés datent de 2003, avec une des 5 propositions suivantes: atteinte ostéo-articulaire associée à une pustulose palmoplantaire ou un psoriasis vulgaire, atteinte ostéo-articulaire associée à une acné sévère, atteinte osseuse isolée avec hyperostose, atteinte osseuse chronique récurrente multifocale, mais ça, c'est la forme infantile que nous reverrons secondairement, atteinte ostéo-articulaire associée à une maladie inflammatoire du tube digestif, avec un certain nombre de critères d'exclusion, bien entendu les ostéites infectieuses, les pathologies tumorales et les atteintes non inflammatoires osseuses. Le traitement du SAPHO fait appel toujours en première ligne aux anti-inflammatoires non stéroïdiens, avec environ 50% d'efficacité. Comme je vous l'ai dit précédemment, la mise en évidence de Propionibacterium acnes dans certaines cultures de biopsie osseuse a conduit à des traitements antibiotiques par cycline ou macrolide avec des résultats variables. Dans les formes qui résistent aux anti-inflammatoires non stéroïdiens, environ 40% des cas, diverses solutions ont été proposées, mais toujours avec publication de cas ponctuels, sans aucune série, ce qui ne permet pas d'en tirer des conclusions définitives. Les traitements de fond conventionnels qui ont été utilisés, c'est la sulfasalazine ou le méthotrexate, qui semblent se montrer plus efficaces uniquement dans les formes périphériques de SAPHO, avec notamment des arthrites périphériques, peu de manifestations osseuses et des manifestations cutanées, puisque l'on sait que le méthotrexate est efficace sur le psoriasis. Des biothérapies ont également été proposées depuis une quinzaine d'années, majoritairement des anti-TNF-alpha, plus récemment des JAK inhibiteurs, avec là encore des résultats positifs, mais difficile d'en tirer des conclusions, puisque seuls les cas avec bons résultats sont en général publiés par les auteurs. Enfin, il y a la 3e voie ou la 2e voie qui ne fait pas appel à un traitement anti-inflammatoire, mais à un régulateur du remodelage osseux, qui sont les bisphosphonates. Ils ont été utilisés dans les formes avec ostéite très importante et semblent avoir des résultats efficaces en ce qui concerne la symptomatologie douloureuse et l'évolution en imagerie. Le pronostic du SAPHO reste relativement satisfaisant, avec uniquement 50% de formes chroniques, les autres cas étant soit des formes avec une poussée monophasique, soit plus souvent avec plusieurs poussées, mais aboutissant après plusieurs années à une rémission complète, des signes cutanés et ostéo-articulaires. Dans la moitié des cas, cependant, on a affaire à une pathologie chronique. Des facteurs prédictifs d'évolution chronique ont été isolés dans certains travaux: le sexe féminin, l'atteinte initiale de la paroi thoracique, l'atteinte cutanée, la présence d'arthrite et l'importance du syndrome inflammatoire biologique. À noter que c'est essentiellement dans ces formes chroniques que l'on trouve l'association
à une maladie inflammatoire du tube digestif, essentiellement des maladies de Crohn.